Le traité de Münster, ville située en Westphalie de 1648, en incorporant l'Alsace à la France, avait reconnu à Louis XIV la possession de la ville de Brézac, située sur la rive droite du Rhin. Cette cité était un point stratégique important en tant que porte d'accès vers l'Allemagne du Sud. Elle devint la capitale de l'Alsace jusqu'à l'annexion de Strasbourg en 1681. Louis XIV, qui en comprenait l'importance, voulut faire de Brézac une ville de premier ordre. Pour cette raison, il fit apporter, par Vauban, d'importantes modifications à la place forte. Peu à peu, la ville devint trop petite. Vauban suggéra alors l'idée de construire dans une des îles voisines, une ville qui serait reliée à Brézac par un pont. La ville nouvelle devait porter le nom de Saint-Louis. Vauban était en train d'élever l'église et un palais pour le Conseil souverain d'Alsace, lorsque le traité de Ryswick, qui met fin à la guerre de la Ligue d'Augsbourg, en 1697, vint arrêter les travaux. Louis XIV dut rendre Brézac à l'empereur Léopold Ier, mais aussi démolir la ville neuve de Saint-Louis et le fort Saint-Jacques. Seul le fort Le Motier put être conservé. Désormais, non seulement était perdu le point d'appui permettant d'envahir le Saint-Empire en vue de nouvelles conquêtes, mais, surtout, la partie sud de la frontière rhénane entre le Royaume de France et le Saint-Empire était désormais sans défense, et donc, vulnérable. Cela explique que Louis XIV ait ordonné à Vauban de concevoir une nouvelle forteresse, qui fut appelée Neuf-Brisach. Neuf-Brisach fut une création ex nihilo sur un terrain dépourvu de construction, à peu de distance du Rhin et face à Brézac. N'ayant pas à tenir compte de structures préexistantes, Vauban put créer une forteresse où tout était conçu dans un esprit de perfection, de rationalité et de cohérence, tant au niveau de l'organisation spatiale de la ville de garnison, qu'à celui des aménagements de la place forte. En outre, Vauban utilisa, pour cette nouvelle citadelle, tous les perfectionnements qu'il avait imaginés ailleurs, et en ajouta d'autres, dans un souci d'efficacité maximum. Ces caractéristiques expliquent que Neuf-Brisach représente le système le plus achevé imaginé par Vauban, que l'on a qualifié de troisième système. Les travaux commencèrent en 1698, soit une année après la perte de Brézac. La fortification bastionnée fut terminée en 1702. La construction de la cité de garnison dura plus longtemps, l'église est achevée en 1731 et l'hôtel de ville en 1758. Le principe sur lequel était établi le type de fortification utilisé à Neuf-Brisach était simple, voire sans être vu, ce schéma repris des planches de l'encyclopédie de Diderot le montre clairement. Les pentes sont conçues de telle manière que le défenseur soit capable de voir la progression et les manœuvres de l'assaillant, sans que celui-ci ne puisse le repérer. Il en est de même en cas de duel d'artillerie, le système de fortification est adapté à la parabole qu'effectue l'obus. Un obus, tiré par un canon établi sur le glacis, heurtera, au mieux, le mur d'escarpe. Par contre, un canon établi sur la courtine peut détruire les canons de l'assaillant, du fait que l'obus part de plus haut. Un tel système peut être amélioré en se compliquant, avec adjonction de bastions détachés du rempart intérieur, et de fossés afin d'assurer une meilleure défense. C'est le cas dans les citadelles construites par Vauban, et en particulier à Neuf-Brisach comme le montre la reproduction du plan relief conservé aux Invalides. Le rempart intérieur de Neuf-Brisach possède une forme hexagonale renforcée à chaque angle par une tour bastionnée pentagonale. 4 des 8 côtés étaient percés, en leur centre, d'une porte qui portait le nom de sa destination, Belfort, Strasbourg, Bâle et Colmar. Les portes de Strasbourg et de Bâle ont été démolies au début de ce siècle. Seules subsistent les portes de Belfort et de Colmar. Les tours pentagonales étaient pourvues de casemates capables de tirer de face et de flanc. Les tirs de face servant à détruire les offensives venant de l'extérieur.
Les tirs de flanc permettaient de protéger la courtine, au cas où les assaillants arriveraient jusqu'au fossé intérieur. La courtine, d'habitude plane, se caractérise, à 9 brissages, par un décrochement qui permit de créer un flanc de courtine, comportant une casemate et des bouches de tir. La présence de ce décrochement est caractéristique du troisième et dernier système des fortifications à la Vauban. Sur cette photo, prise près de la porte de Strasbourg, la tour d'angle bastonnée se détache nettement de la courtine. Elle comporte, sur la face de flanc, 2 hauteurs de bouches de tir. Sur le flanc de courtine, se trouvent 2 bouches à feu. La partie supérieure de la courtine est surmontée d'une épaisse couche de terre, destinée à amortir l'impact des obus tirés par l'ennemi. La présence de bouches à feu se faisant face, au niveau du flanc de courtine, pouvait être gênante, du fait des tirs croisés. C'est pourquoi on interposa un mur, au milieu du mur d'escarpe, destiné à empêcher un tir émanant d'un flanc de courtine de toucher l'autre flanc. Aux angles du flanc de courtine, subsistent les consoles qui portaient des échauguettes. Cette console est décorée d'un blason martelé, surmonté de trophées d'armes, comprenant des drapeaux et des lances. Afin de préserver cette courtine, Vauban imagina 3 systèmes de protection. Le premier fut conçu pour sauvegarder les tours bastionnées. Entre le glacis et la tour bastonnée, il interposa un bastion, dit de contre-garde, empêchant les assaillants, établis sur le glacis, ou dans le fossé extérieur, d'apercevoir les défenseurs. Par contre, les défenseurs, du haut de la tour bastonnée, pouvaient observer leurs mouvements. Le bastion de corps de garde servait aussi à gêner les tirs d'artillerie de l'ennemi. En outre, le bastion de contre-garde était pourvu d'un parapet, permettant aux défenseurs de tirer sur des assaillants, qui auraient réussi à pénétrer dans le fossé extérieur. Le second système fut imaginé par Vauban au niveau de la courtine. Il est plus complexe car la courtine était plus vulnérable, face à des tirs d'artillerie, pouvant risquer d'endommager le mur d'escarpe. Vauban interposa, en effet, 2 structures défensives au lieu d'une. En avant de la courtine, est construite une tenaille. Elle joue le même rôle que le bastion de contre-garde, en protégeant la courtine des tirs directs des assaillants. En outre, elle comporte un parapet de défense. En avant de la tenaille, est aménagé un bastion supplémentaire, appelé demi-lune, constituant une première ligne de défense de la citadelle. Dans le cas d'une courtine non pourvue de porte, la demi-lune est en forme de triangle, et pourvue d'un parapet défensif. La demi-lune est entourée d'un fossé sur ses 3 côtés. Sur cette photo de la tenaille, prise au niveau du fossé extérieur, était aménagé un tunnel permettant aux défenseurs de se rendre rapidement sur la demi-lune. Il est frappant de constater que, quand on est dans le fossé extérieur, on n'aperçoit rien de la forteresse. On se trouve dans un espace où toutes les constructions se ressemblent et où on ressent l'impression de ne pas savoir où on est. Du fossé extérieur, on aperçoit, face à la tenaille, le mur de la demi-lune, ainsi que le mur surélevé du parapet de défense qui l'aborde. Le troisième système d'aménagement, imaginé par Vauban, concerne la protection des 4 portes que comptait la citadelle. Ces portes pouvaient, en effet, devenir un point faible, en cas d'attaque. Cela explique la présence de 3 protections successives, destinées à protéger les ponts qui permettaient d'entrer et de sortir de la ville. Au sortir de la porte, était construit un pont, permettant de passer au-dessus du fossé intérieur, et de gagner la tenaille que l'on traversait. La route passait ensuite au-dessus du fossé extérieur, par un pont donnant sur un réduit inséré dans la demi-lune. Ce réduit, ressemblant aux barbacanes des châteaux médiévaux, possédait le même rôle de contrôle des allées et venues. En outre, il avait un rôle semblable à celui de la tour bastonnée, au niveau de la protection de la demi-lune.
Un nouveau pont menait du réduit à la demi-lune qui prenait un aspect de V évasé. Enfin, un dernier pont permettait de passer le fossé de la demi-lune, pour gagner le glacis puis la route. Le glacis était équipé de traverses, sorte d'escaliers, permettant aux défenseurs de pourchasser les assaillants, quand ils étaient en fuite. Des 4 portes, une seule est suffisamment bien conservée pour en reconnaître les différentes parties, la porte de Colmar. Cette porte, comme les 3 autres, fut conçue pour ressembler à un arc de triomphe. La pierre de grès a été traitée pour évoquer un pilastre à bossage. La porte comporte 6 pilastres de ce type. 2 sont situés aux angles, les 4 autres encadrent la porte d'entrée, et sont surmontés d'un fronton triangulaire. La porte donnait sur le pont permettant de traverser le fossé intérieur. Ce pont comportait 2 parties. Au débouché de la porte, devait se trouver un pont escamotable, peut-être levant. Puis, au-delà, était construit un pont de pierre à 4 arches, donnant sur la tenaille. Du pont, on dispose d'une vue complète sur le fossé intérieur, elle est révélatrice de la structure de cette partie de la fortification. Passé la tenaille protégeant la porte, on se trouve au niveau du fossé extérieur, du réduit, de la demi-lune, et de la route permettant de quitter la forteresse. Une autre porte, la porte de Belfort a été également conservée, car transformée en musée. La façade donnant sur le fossé intérieur est de même style que celle décrite à propos de la porte de Colmar. Cependant, cette porte est incomplète, en ce sens qu'elle ne correspond actuellement pas à un pont. Il se peut que le pont primitif était construit en bois pour les seuls piétons, et qu'il a été démoli. Par contre, on retrouve, sur cette photo, les éléments habituels, tours bastionnées et flancs de courtine. La transformation de la porte de Belfort en musée Vauban a permis de préserver la structure de cette porte. La porte donne accès à un long couloir témoignant de l'épaisseur de la courtine. Ce couloir est pourvu d'une herse. Il est couvert d'une voûte d'arête constituée de pierres en quinconce. La porte de Belfort vue de la ville comporte, de ce côté, 3 corps de bâtiments et 2 niveaux, le corps central étant surmonté d'un fronton. Le mur intérieur de la courtine est construit en pierre de grès. Il est percé de portes devant donner sur des casemates. La courtine est couverte de terre et était plantée d'arbres, ce qui permettait d'amortir les boulets envoyés par l'artillerie ennemie. Au niveau du flanc de courtine, sont installés des casemates et des abris traverses d'époque allemande. Vauban avait prévu aussi la construction de 4 casernes, 2 de cavalerie, 2 d'infanterie. Les casernes sont situées le long des courtines ne donnant pas sur des portes de sortie de la ville. Les casernes des soldats étaient cantonnées de 2 casernes pour les officiers célibataires. Les 4 casernes pouvaient accueillir 2500 soldats et 180 chevaux. La ville était équipée d'un hôpital militaire de 120 lits. En cas de blocus, les installations permettaient de fournir les rations de pain pour une garnison de 4000 hommes. Les casernes furent érigées sous la direction de Jacques de Tarade, qui avait en charge la construction des fortifications alsaciennes. L'une de ces casernes subsiste rue Suzoni. Elle comprenait une longue file de logements pour les soldats et un bâtiment pour les officiers. Dans les casernes pour soldats, chaque fenêtre de l'étage correspondait à une chambrée, pourvue de lits à 2 places pour 3, abritant 12 soldats. Tous n'étaient, en effet, pas de repos ensemble, quand 2 se reposaient, le 3e était de service. La caserne abritant de la cavalerie, le rez-de-chaussée devait servir d'écurie. Au-dessus, se trouvaient des greniers de stockage.
Les étages de la caserne des officiers célibataires sont séparés par des corniches de grès. Les fenêtres sont encadrées également par des moulures de grès. Tout en haut, au-dessus de la porte d'entrée, se trouve une lucarne avec oculus et volute de style baroque. La porte d'entrée de la caserne des officiers comporte deux pinacles, encadrant la fenêtre de l'étage, celle-ci est surmontée d'un fronton recoupé. À l'intérieur des remparts, la ville forme un octogone constitué de 48 rectangles. Au centre, la place d'armes occupe, à elle seule, la surface de 4 de ces rectangles. Chacun des rectangles fut divisé en 10 terrains de construction. La hauteur des maisons ne devait pas dépasser un étage, afin de rendre la ville invisible derrière les arbres dont étaient plantés les glacis. La place d'armes est une place carrée, située au centre de la ville, sur laquelle se déroulaient les parades militaires. Au centre, était érigée une fontaine servant à lutter contre les incendies. Elle comporte une colonne surmontée d'une fleur de lys et d'un soleil. Les bâtiments les plus importants de la ville bordaient la place, l'église Saint-Louis, l'hôtel de ville, l'hôtel du gouverneur, ainsi que quelques maisons nobles. De l'arsenal, il ne reste que le porche central. Cette maison d'officier datée de 1710, bordant la place, est reconnaissable à son encadrement de portes ouvragées, à fronton recoupé, et à son balcon à armoiries. Aux quatre coins, ont été creusés des puits pour l'approvisionnement des habitants. L'église Saint-Louis, prévue dès l'origine, ne fut construite qu'en 1732 et consacrée en 1777. Elle est de style classique. La façade est rythmée par des pilastres, jusqu'à une forte corniche de fête. Au centre, deux pilastres doubles encadrent le porche et la fenêtre centrale. Les pilastres doubles portent un fronton à armoiries. Les corps latéraux possèdent, à l'étage, des niches en plein cintre. Une pseudo-volute baroque masque le toit. Le clocher sert aussi de salle de guet. La façade latérale de l'église révèle bien sa structure. Elle ne comprend qu'une seule nef, organisée en travées, séparée par des piliers verticaux à peine saillants. Chaque travée ne comporte qu'une fenêtre haute, la partie basse est exempte de décoration. Le chœur est à peine marqué par un léger décrochement en largeur, et terminé par une abside trapézoïdale. Le transept est construit à un niveau plus bas que la nef, évoquant plutôt une chapelle latérale. À l'intérieur, chaque travée est limitée par un pilastre montant jusqu'à la corniche faîtière. Elle ne comporte qu'une fenêtre haute. Une moulure, typique de l'art classique comme de l'art baroque, sépare les murs de l'église et le plafond. Le plafond est en forme d'arc surbaissé, son décor se limite à des moulures, créant des formes de caissons. Seul l'alignement des lustres dorés et le retable du maître-autel focalisent le regard. Les pilastres, colonnes et volutes baroques du maître-autel encadrent deux tableaux. L'un figure l'adoration des bergers. L'autre représente saint Nazaire et saint Cels, portant la palme des martyrs. La façade ouest comporte un narthex surmonté d'une tribune, cet ensemble est destiné à porter le clocher. Le premier bâtiment de l'hôtel de ville date de 1700. Il était construit en briques et en bois. De part et d'autre, étaient adossés deux appentis, abritant les étals des bouchers. Le bâtiment définitif date de 1753. L'église protestante fut construite pendant l'époque allemande pour la garnison allemande,